bonjour, bienvenue à ce débat. Après une matinée consacrée aux startups du numérique et du Grand Ouest, nous souhaitions organiser un débat sur un autre sujet qui émerge, celui de la low-tech. Sur l'angle low-tech, un Eldorado à développer pour la French Tech, et pour aborder le sujet de l'innovation de la low-tech. Est-ce que c'est presque un oxymore? Donc pour discuter de ce sujet, j'ai invité M. Alan Fustek, qui est président de l'université Kerlotech à Cardilly, en Côte-d'Armor. Cette université accueille le projet Core École, retenu dans le cadre d'un appel à projet de France 2030. Vous êtes aussi à la tête de l'agence Lucie, qui est plutôt dédiée au développement durable et à la RSE, et du cabinet Goodwill Management. Monsieur Jonathan Guéguin, vous êtes coordinateur de l'association Appala à Nantes, qui, elle, souhaite apporter des solutions techniques aux problématiques de soutenabilité de nos modes de vie. Vous nous expliquerez exactement ce que ça sous-entend. Et monsieur Quentin Mathéus, vous êtes associé du Low-Tech Lab à Concarneau, et vous vous donnez pour mission de dénicher, tester, partager les solutions low-tech. Alors, je voudrais déjà commencer par Monsieur Fustek, par exemple. Quelle définition vous donnez à la low-tech? En fait, on a une définition de la low-tech qui est aujourd'hui établie en France par l'ADEME. Alors, c'est en fait le cabinet Goodwill Management, en partenariat avec le Low-Tech Lab d'ailleurs, qui a travaillé sur cette définition. Je ne vais pas vous la citer mot à mot, mais parce qu'elle est assez longue, mais par contre, je vais donner les éléments importants. La première chose, c'est que le concept de low-tech s'applique à une démarche et non pas à un produit. Donc, en fait, un produit n'est pas low-tech. Il est toujours plus ou moins low-tech qu'un autre. Voilà. Et donc, c'est la démarche qui vise à réduire la complexité du produit qui va être qualifié de low-tech. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez une Dacia Logan, c'est une voiture low-tech par rapport à la Tesla. Et puis, si vous comparez la Dacia Logan avec les 2 chevaux des années 60, c'est une voiture high-tech. Donc voilà, il y a de la relativité dans l'approche low-tech. Le concept fondamental qui comment dirais-je, décrit le mieux la low-tech, c'est la réduction de la complexité par la remise en cause du besoin. Donc on enlève le superflu finalement. On enlève le superflu, on garde que ce qui est essentiel, on cherche des solutions et des techniques simples, ce qui permet à la fois de réduire l'impact environnemental et également aux personnes qui utilisent ces techniques de se les approprier facilement. C'est-à-dire que, je vais rester sur mon exemple automobile, moi quand j'étais petit, mon papa il réparait à 2 chevaux, et aujourd'hui plus personne répare sa voiture. Parce que c'est devenu trop compliqué, il y a de l'électronique partout, etc. Voilà. Alors, dans le cadre d'un appel à projet de France 2030, vous avez remporté le projet breton Core École. Exact. L'idée, c'est, puisque vous parliez d'appropriation de la démarche low-tech, l'idée, c'est de former des étudiants, des demandeurs d'emploi et des entreprises à cette démarche-là. Comment vous comptez vous y prendre et comment évangéliser ce secteur-là? Avec quel objectif à 3 ans? Voilà, des évangélisateurs, là, vous en avez 3, d'accord, et certains ont commencé avant nous, le Low-Tech Lab notamment. Et dans le cadre du projet Core École, le travail consiste effectivement à fabriquer des connaissances nouvelles pour produire des programmes de formation pour les étudiants, pour les demandeurs d'emploi, pour des salariés d'entreprise et également pour de jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre dans le domaine de la low-tech. Comment on s'y prend? En fait, on a un consortium de 6 structures. Le chef de file, c'est Kerlotech. Vous avez l'Université catholique de l'Ouest, vous avez le Low-Tech Lab, vous avez le lycée agricole de Carnilien, dans lequel on a créé la première école low-tech. Vous avez... Des industriels aussi? On a bien sûr, plutôt en tant que cofinanceur, on a des industriels, mais en tant que producteur des programmes, nous avons également Goodwill Management et nous avons l'association Core.
Et en fait, l'association CORE, elle regroupe à peu près une trentaine d'entreprises qui ont envie de mettre en œuvre chez elles les low-tech et qui s'essayent à la low-tech. Voilà. Et c'est pour ça que le projet s'appelle CORE École, c'est les écoles du corps. L'objectif donc, c'est avec tout ce petit monde de fabriquer de la connaissance et puis d'aller la tester, la challenger, la torturer, l'améliorer, bref, avec plus particulièrement les membres de l'association CORE. Et vous avez 3 thématiques en fait, 3 axes prioritaires. La Bretagne voudrait être chef de file de la démarche low-tech. Alors la Bretagne a une stratégie effectivement pour promouvoir très très fortement la low-tech parce que le Conseil régional a compris que le tout technologique ne permettrait pas de rentrer dans les limites planétaires, de respecter les limites planétaires et d'arriver à une économie soutenable. Donc en fait, on a effectivement ce programme-là qui est en cours, suivi de très très près par le Conseil régional. J'ai oublié le début de votre question. Les trois thématiques. Les 3 thématiques. Alors il y a, oui, excusez-moi, il y a donc le programme se veut généraliste, touché à tous les sujets, mais on en a 3 plus particulièrement sur lesquels on s'est engagé à approfondir. C'est l'agroalimentaire, la construction et le numérique. D'accord. Parce que ce sont des secteurs qui sont très présents aussi dans la région ou... Parce que ce sont des secteurs extrêmement présents dans la région. Parmi les premiers secteurs d'activité économique en Bretagne, vous avez en premier l'agroalimentaire, en deuxième la construction, et le numérique n'arrive pas très loin derrière. D'accord. Quentin, donc vous êtes partenaire de Carlotech et du projet. Le Low-Tech Lab est né en 2013, vous me disiez. Aujourd'hui, il est incubé au sein de Explore. Vous allez nous dire ce que c'est. Le concept de la low-tech, c'est l'innovation frugale. Comment vous travaillez pour dénicher les talents de la low-tech ou les futurs talents de la low-tech? Vous faites des tours de France, hein, je crois. Alors, effectivement, donc nous, on est une association, le Low-Tech Lab, qui a une petite dizaine d'années maintenant, et qui depuis un moment est installée en Bretagne à Concarneau, au sein du fonds Explore, qui nous soutient. Et aujourd'hui, on n'est plus seulement là, j'ai envie de dire, parce qu'on essaime aussi un petit peu partout en France et ailleurs qu'en France. Donc des gens se saisissent un peu nos actions, de nos contenus, et se les approprient pour les diffuser sur leur territoire. Donc en 2021, il y avait une douzaine de communautés qui se revendiquaient de la low-tech et qui contribuaient à ces contenus au même titre qu'elles participaient à les diffuser. Aujourd'hui, il y en a maintenant une trentaine, donc ça prend assez vite là, ces dernières années. Et nous, effectivement, alors il y a la question de la définition et comment est-ce qu'on déniche des solutions ou des acteurs. On se veut, en tout cas, Low-Tech Lab, nous, un peu acteur interface, j'ai envie de dire, pour pouvoir passer à la fois des initiatives inspirantes, de la documentation technique, des contenus pédagogiques, etc. Se faire un peu intermédiaire entre des pionniers du sujet, des gens qui travaillent ces questions ou qui se sont spécialisés dans certaines solutions techniques ou qui ont essayé de contribuer à diffuser ces pratiques, cette démarche depuis longtemps. Et tout un tas de publics. Donc nous, on s'adresse autant aux scolaires qu'aux étudiants, qu'au grand public, j'ai envie de dire, au travers d'un certain nombre de partenariats médias, etc. Et jusqu'à maintenant, on l'a fait beaucoup au travers de projets emblématiques. On aimait bien que le chemin pour le faire soit aussi cool que ce qu'on apprend. Donc il y a eu un certain nombre de projets assez connus au Low-Tech, enfin, qui ont fait connaître le Low-Tech Lab, j'ai envie de dire. Le premier, en premier lieu, c'est une expédition à la voile, Nomades des mers, oui. Qui est partie... Qui a donné lieu à un documentaire qui est diffusé sur Arte. C'est ça, une série de documentaires, même il y a au bas mot, je crois que c'est 25 épisodes d'une série, plus un dernier 52 minutes là récemment sorti. Et donc ça a été voilà, à la fois aller dans d'autres contextes, comprendre comment effectivement sous contrainte, dans des contextes dans lesquels la culture technique est plus diffuse, plus rapidement on trouve des solutions, on a un espèce de rapport à la technologie qui est un peu plus proche, un peu plus approprié, pour reprendre le terme qu'on disait tout à l'heure. Et dans ces contextes-là, comprendre comment ça marche, comment c'est fait, d'où ça vient, pourquoi, etc. Et en même temps, le raconter. Nous, on a vraiment cette ambition au Low-Tech Lab, cette vocation, je dirais plutôt, de raconter, faire connaître, faire découvrir cette démarche, ces solutions. Oui, parce qu'il y a un enjeu industriel et économique à terme
sur la démarche low-tech. Et donc, dans le cadre de vos tours de France à la recherche de projets, vous avez justement rencontré l'association Apala qui se présente comme un stimulateur de projets low-tech et qui travaille notamment sur 6 projets. Donc, est-ce qu'il y en a dans les 6 que vous avez retenus plus particulièrement ? Alors, en tout cas, ce projet-là, dont vous parlez, là, les enquêtes du Low-Tech Lab, c'est un des derniers projets nés de l'asso qui a eu pour vocation justement de comprendre comment est-ce que la low-tech passait à l'échelle. C'est vraiment cette question. Comment est-ce que des acteurs s'en saisissent et contribuent à la diffuser, à en faire une réalité pour plus large qu'eux-mêmes, j'ai envie de dire. Jusqu'à maintenant, nous, nos publics, c'est des gens qui se sentaient à l'aise, capables de récupérer un tutoriel sur notre wiki, de reproduire une technologie, etc. Là, on s'est intéressé aux modèles économiques en fait, qui peuvent soutenir cette diffusion. Et effectivement, du coup, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire que diffuser des solutions en incarnant, entre guillemets, les valeurs d'accompagner à l'appropriation de techniques. Nous, on a un principe important, c'est la subsidiarité. Comment est-ce que une solution la plus proche du problème, donc la plus locale possible, à partir des ressources du territoire, à partir des savoir-faire des acteurs, peut répondre la mieux à un problème identifié ou à un besoin. Et donc, on a fait une dizaine d'enquêtes en France et un petit peu ailleurs en France, en Belgique et en Hongrie. Mais on a commencé par Apala, aller voir des acteurs qu'on avait identifiés depuis un certain temps qui se revendiquaient du terme low-tech. Ce n'est pas le cas de tout le monde, d'ailleurs, c'est un point important. Il y a plein d'acteurs qui, par exemple dans l'agriculture, on en parlait rapidement, contribuent à ce que des paysans, des agriculteurs puissent autoconstruire leurs outils, s'approprier leur travail, fonctionner en cohérence sur leur ferme, etc. Et qui n'ont pas forcément utilisé le mot low-tech. Je pense à l'atelier paysan, qui est un autre un autre acteur qu'on n'était pas dans le cadre des enquêtes. Mais Apala le faisait déjà un petit peu, utilisait le mot. Et donc on s'est dit, tiens, on va aller voir comment est-ce qu'un acteur local s'approprie ces contenus, ces sujets, cette démarche, et participe à la diffuser à son échelle, entre guillemets. Si je peux finir par répondre à votre question, je pense que ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, c'est notamment un des projets d'Apala qui s'appelle Enerlog et qui nous paraissait... Sur l'énergie. C'est ça, bon, je laisserai Jonathan peut-être en parler, mais qui nous paraissait en tout cas être parti justement d'un contenu du Low-Tech Lab, nous, une documentation qu'on avait pu faire sur une techno assez simple de chauffage passive, et qui se disait, bah tiens, moi, je ne vais pas juste me la fabriquer pour moi-même, entre guillemets, je vais pouvoir former des gens, accompagner des particuliers, des professionnels à fabriquer, installer et bénéficier de ces solutions, quoi. Et donc l'association Apala, elle est née des milieux scientifiques. Hein. Ce n'est pas juste des gens qui parlent de transition écologique dans leur coin et qui veulent faire quelque chose sans technologie ou avec moins de technologie. Vous, la science et la technique, ça vous connaît. Donc Apala, vous développez 6 projets et je veux bien que vous me parliez de Enerlog et puis il y a aussi le poil de masse notamment. Comment est-ce qu'on passe à l'échelle? Comment est-ce qu'on travaille ces sujets-là? C'est toute la problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui. Donc, depuis maintenant aussi 10 ans cette année. Donc l'association elle aura 10 ans cette année. Donc ouais, on était un petit groupe d'étudiants issus de filières techniques et scientifiques et on s'est dit bon il y a des problématiques contemporaines, environnementales en particulier, c'est celles-là qui nous ont rapprochés et comment y faire face. Et on s'est rendu compte que un peu, je pense à l'image du Low-Tech Lab et je pense aussi de Alan Fustek de Goodwill, on s'est rendu compte que la réponse toute technologique ne pouvait pas être adéquate forcément pour une économie soutenable. Donc là, on s'inscrit parfaitement dans cette idée-là aussi. La low-tech, excusez-moi de vous couper, c'est de l'innovation frugale en fait, c'est un peu ça le résumé? Nous, là, ces derniers temps, on aime bien la décrire comme, en fait, il y a un peu un pari fou de faire, d'augmenter les externalités positives et de réduire les externalités négatives. Donc c'est très général comme concept, mais dans l'idée, on s'inscrit quand même dans une démarche d'innovation sous contrainte, où en fait on se dit qu'il y a on essaie de visibiliser les contraintes environnementales qui le sont de plus en plus avec les médias actuels, avec nos médias. Et en fait, on essaie d'y répondre et on se rend compte qu'il y a des fausses bonnes idées. Dans les milieux écolos, on est confronté à pas mal de solutions qui peuvent paraître a priori comme les bonnes. Puis en fait, quand on se renseigne justement avec l'approche scientifique, on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer. Et en fait, la démarche de soutenabilité nous convient parfaitement parce que on se dit que c'est pas l'idée de faire quelque chose de durable, mais plutôt que ça soit soutenable dans un monde technique en fait, parce qu'on va pas renier la technique en fait de nos modes de vie. Donc sur un projet comme Enerlog par exemple. C'est ça.
En fait, par exemple, Enerlog, c'est un des 6 acteurs où en fait, d'abord, on a choisi les sujets de manière un peu pragmatique. C'était pas par rapport à un marché à prendre ou quelque chose comme ça, mais c'était plus dans l'idée, bon bah, il y a des secteurs, ces secteurs-là sont... alors à l'époque, c'était surtout le bilan carbone qui mettait en avant justement des problématiques. Donc là, c'était énergie, alimentation et mobilité. Donc on s'est attaqué un peu via des projets concrets, à des réponses concrètes à ces grands thèmes-là. Et Enerlog en fait partie du coup en tant que chauffage donc bas carbone en fait. Et puis on a pu tester des formats, donc on a découvert la notice technique qui était mise en libre sur le Lotec Lab, le site du Lotec Lab. Et on s'est dit on va essayer de faire une activité en fait, non pas de faire nous-mêmes le capteur pour nous, mais d'en faire une activité et que des gens puissent venir apprendre à faire le capteur. Et s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour repartir avec le capteur, donc c'est un capteur solaire à air chaud. Voilà, donc l'idée c'est vraiment, c'est très très simple, hein. C'est un capteur solaire l'air sort de la maison, il rentre dans un capteur et à travers des chicanes, donc il est conduit contre des ardoises en fait. Au contact de ces ardoises-là, il se réchauffe parce que le soleil tape sur comment dire, il rayonne en fait fortement sur les ardoises et il y a un effet de serre en fait. Du coup, ces ardoises montent en température, l'air au contact des ardoises se réchauffe et on réintroduit l'air dans la maison. Et du coup, dans l'idée, on a fait des estimations, mais on peut imaginer 25% de l'énergie qui est assurée par un capteur solaire pour une pièce de 40 mètres carrés à peu près. Donc. Et aujourd'hui, vous adressez quel secteur alors avec ce type d'innovation ? Je sais que dernièrement, il y avait eu une étude de dimensionnement pour une école, donc, en partenariat avec le Lotec Lab. Donc, pour compléter, participer à répondre à cette question, je pense que ces solutions-là sont nées plutôt du secteur de l'autoconstruction, des particuliers qui rénovent eux-mêmes ou qui installent eux-mêmes des solutions. C'est des solutions qui datent des années 70, hein. On parlait de murs trombes à l'époque. Et parce qu'il y a eu le pic pétrolier, le choc pétrolier à l'époque, plein d'innovations sont nées à cette époque-là, et là maintenant on les redécouvre entre guillemets. Mais voilà, c'était un peu un milieu, je pense, relativement d'autoconstructeurs assez fermés. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'artisans, j'ai envie de dire, de la construction, de la rénovation, qui se forment à ces solutions-là, parce qu'ils voient bien que c'est des solutions qui sont intéressantes à proposer à leurs clients. Et nous, effectivement, là, récemment, ça fait un petit moment qu'on bosse dessus, mais on a été sollicité pour de la rénovation. Par exemple, pour le Lotec Lab, on avait commencé avec une mairie, pas loin de Rennes, qui, en fait, était mal conçue. C'est-à-dire que le bâtiment était très peu vitré au sud et très ouvert au nord, quoi. Et donc là, l'idée, c'est inverser l'effet, quoi. On va capter la chaleur du soleil sur la façade sud, et on va pouvoir la restituer à l'intérieur du bâtiment pour réduire la consommation d'énergie en chauffage, quoi. Et du coup, le dernier projet sur lequel on travaille, ça s'appelle ça la réflexion énergétique des ateliers d'un lycée professionnel à Quimperlé, donc en Bretagne à nouveau. Et là, on travaille du coup, nous, plutôt en tant que, on fait une espèce de note à destination du consortium d'acteurs, architectes, bureaux d'études, etc., en disant, voilà, on penserait intéressant de miser sur cette solution-là pour rénover les ateliers. C'est quelque chose qui est vraiment émergent, je pense, un peu pour nous tous ici. C'est en fait quelles filières peuvent constituer une vraie économie Donc le BTP, par exemple, puisque vous travaillez sur la terre crue quand même, aussi. Oui, c'est un autre projet en fait, de l'association qui s'appelle Label Brick. Et dans l'idée, c'est toujours la même problématique, hein, c'est d'essayer de résoudre de réduire l'impact carbone en particulier, mais il y a tout un autre tas de critères comme la quantité de ressources consommées, le fait que la valeur soit mieux partagée. Enfin voilà, il y a pas mal d'idées derrière, toujours dans cette démarche de soutenabilité qu'est la Lotec. Et du coup, la brique de terre crue compressée, donc c'est le projet Label Brick, et en fait, c'est l'idée de réduire, donc c'est 7 fois moins lourd qu'un parpaing, donc en termes en équivalent, en poids carbone équivalent. Et en fait, c'est l'idée d'intégrer des solutions thermiques, donc low-tech, qu'on appelle low-tech. Donc là, ici, en particulier bas carbone, mais qui peuvent être aussi autoconstruites dans l'habitat. Donc on se place dans ce cadre-là d'un milieu qui est émergent depuis quelques années quand même, l'éco-construction et l'autoconstruction.
Voilà, après on fait des ateliers de sensibilisation aussi pour comprendre comment faire une brique de terre crue compressée, comment fonctionne le matériau, quel intérêt il peut y avoir. Donc il y a un effet, ce qui s'appelle l'effet tampon des masses qui permet, avec la capacité thermique, donc l'inertie de la brique, de réguler les pics de chaleur à l'intérieur d'un habitat. Il y a aussi le fait que l'argile soit cuite, donc pas cuite. Du coup, on se retrouve avec de la terre crue et la brique, elle se gonfle et se dégonfle, mais bon, c'est plus une image qu'en réalité, mais il y a une petite dilatation. Et en gros, elle va capter, donc il y a un effet régulateur hygrométrique. Donc en fait, s'il y a trop d'humidité dans l'air, eh ça va la réduire, et s'il n'y en a pas assez, ça va la restituer. Donc voilà, on essaie d'apporter des solutions ici qui sont, bon là c'est une solution passive, mais que vous vendez quand même ouais. à des promoteurs ou... Ouais, typiquement là on en a installé dans une maison. Alors là on travaille sur un projet avec un promoteur sur l'intégration de ces solutions-là dans du bâtiment neuf. Mais on a installé, bon là c'était dans le cadre de 2 rénovations, enfin non c'était 2 maisons neuves d'ailleurs, où on a installé des murs où il manquait d'inertie, c'était des maisons quasiment passives. Mais en fait, la brique apportait ces éléments-là qui manquaient pour le confort thermique, quoi. Alors, l'innovation low-tech, est-ce que c'est du système D et qu'il faut sortir de l'image du système D, Alain Fustek? Oui, c'est ça, car low-tech, ça se trouve à côté de Guingamp, donc sur 50 hectares, on cherche à faire. Avant de former d'autres personnes, c'est démontrer nous-mêmes, avec de l'agriculture, avec des énergies renouvelables, etc. Et donc, pour répondre à votre question, dans la low-tech, vous avez fondamentalement 2 approches. Vous avez une approche très empirique, qui consiste effectivement à ce que vous pouvez l'appeler le système D, et c'est très bien comme ça, parce qu'il faut faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, de créativité, pour arriver à fabriquer des solutions low-tech. C'est le premier point. Mais vous avez une deuxième approche, et Jonathan l'incarne bien, qui est une approche très scientifique. Voilà. Et qui consiste effectivement à aller chercher, je vais vous prendre un exemple tout de suite, qui consiste à aller chercher des savoir-faire scientifiques très approfondis pour fabriquer des choses simples. Je vous prends un exemple tout de suite, sur lequel on a travaillé. Vous pouvez transformer du gaz de bois en méthane avec une réaction chimique à haute pression et haute température, qui s'appelle la réaction de Sabatier, et dans laquelle vous allez utiliser plein de nickel. Le catalyseur, c'est le nickel, et c'est un métal rare, enfin qui est en train de devenir rare. Et puis vous pouvez faire de la méthanation, hein, transformer le gaz de bois en méthane, ça s'appelle de la méthanation. Vous pouvez le faire à température ambiante, à pression atmosphérique, juste avec des bactéries. Voilà. Donc on n'oppose pas la low-tech à la high-tech aujourd'hui. Et donc sur cet exemple-ci, vous voyez, il y a des connaissances scientifiques très approfondies pour faire de la méthanation biologique. C'est pas juste de la bricole sur un coin de table, c'est très 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 scientifique. Mais à la fin de la journée, on arrive à une solution qui est très simple et qui est très dépouillée. Et moi, j'aime beaucoup une phrase de Saint-Exupéry qui dit, mais je pense qu'on l'utilise tous les 3 très très régulièrement, la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Et pour arriver à ça, c'est-à-dire à une simplicité absolue, il faut beaucoup d'intelligence, de l'intelligence du quotidien, le système D, l'empirisme, et puis également beaucoup de connaissances scientifiques. Et donc, plutôt que de dire on oppose la low-tech à la high-tech, on parle plutôt de complémentarité. Surtout pas, voilà, et d'autant plus Parce que pour permettre à la high-tech de continuer, il faut que peut-être d'autres produits soient moins consommateurs de métaux rares ou autres, s'il y a d'autres solutions. En fait, il y a tout un ensemble de gens au sein du mouvement de low-tech qui parlent de techno-discernement, par exemple. C'est-à-dire où est-ce que la high-tech est vraiment utile, où est-ce qu'il n'y en a pas besoin. On pourrait très bien dire la même chose de l'industrie. Où est-ce qu'on a besoin de standards et de produire en masse, et où est-ce qu'on n'en a pas besoin. Et une production plutôt en dentelle, il y en a qui disent ça, voilà, fine, locale, etc., et plus appropriée. Moi, il y a un truc que je trouve intéressant de dire entre low-tech et high-tech, c'est très simple, c'est que plus on va vers du high-tech, moins les uns les autres on a de maîtrise et de compétences techniques suffisantes pour interagir, enfin interagir oui, mais agir dessus, j'ai envie de dire.
À l'inverse, dans un monde low-tech, plus il y a de low-tech autour de nous, plus, comme le disait très bien Alan, on va avoir tendance à reprendre des compétences techniques et nous à avoir une forme de compréhension, maîtrise, etc. Donc je pense que on est tous ici témoins de dire un monde 100% high-tech où on ne maîtrise plus rien, on ne sait plus trop ce qui se passe, pourquoi on a des écrans partout, et par contre qui a un impact monstrueux, indirect, parce que toujours c'est déplacé, etc. Et ben en fait, ça paraît peut-être génial dans certaines mesures. Parfois, c'est presque, je trouve, une sorte de faiblesse de l'esprit, quoi. Ah tiens, on n'a qu'à mettre une appli, ça va régler le problème, on n'a qu'à mettre un écran, ça va régler le problème. Et en fait, il n'y a pas cette ingéniosité, cette espèce de... En fait, non, comment est-ce qu'on peut faire plus approprié, plus pertinent, plus économe en ressources, en énergie, et non pas juste par principe passer à la visio, des exemples tout bêtes, mais voilà. Et donc je pense que c'est cette alternative-là, et après, encore une fois, je pense qu'il y a des endroits, entre guillemets, dans notre société où de l'industrie va être pertinente pour un certain nombre de choses, de la high-tech va être pertinente pour un certain nombre de choses, et c'est plutôt reprendre du recul par rapport à ça, et être capable collectivement, parce que c'est toujours souvent la question qu'on oublie dans la low-tech, c'est quoi produire, pourquoi produire, comment produire, mais c'est aussi comment est-ce qu'ensemble on se pose ces questions et on trouve les réponses, et non pas juste certains qui ont, entre guillemets, les D'ailleurs, le bonnes projet Corps idées. École, c'est l'idée de former aussi des étudiants, et vous faites de la sensibilisation auprès des étudiants, puisque vous venez d'ouvrir une option dans une école d'ingénieurs à Nantes, et je crois que vous êtes partenaire aussi de ce projet-là. Donc les étudiants, les élèves ingénieurs sont intéressés par ce sujet-là, s'emparent du sujet en tout cas. Ouais, clairement. En fait, on remonte à 2016 où il y a eu donc un peu l'émergence du mouvement ingénieur engagé qui a fait plus parler de lui. Nous, à cette époque-là, on donnait des sujets d'études à des étudiants du coup sur nos problématiques. Donc histoire de garder un pied dans le milieu universitaire, et on trouvait intéressant aussi de faire travailler des futurs ingénieurs sur des problématiques que nous on se posait. Donc on s'est dit on va aller dans des écoles d'ingénieurs, donc en particulier d'abord à l'école centrale de Nantes, puis au fur et à mesure tous les ans on avait 3-4 sujets d'études avec un groupe de 4 à 6 étudiants à chaque fois. Et au fur et à mesure, en fait, on est allé vers il y avait des projets d'études industrielles, mais dans le cadre d'options, on est allé pour intensifier un peu ces recherches-là. Donc, dans le cadre d'options, c'était plus pris en compte dans le volume horaire déjà de la formation. C'était des étudiants de dernière année. Et en fait, il y a eu tout ce cheminement-là jusqu'à ce qu'on se dise, en fait, il y a la possibilité, donc notamment avec Jean-Marc Benguigui, qui est à l'école centrale de Nantes, d'ouvrir une option. Et du coup, en partenariat avec le Low-Tech Lab et Explore, on a pu pousser pour ouvrir une option ingénierie des low-tech à l'école centrale de Nantes. Donc dans ce cadre-là, nous, on a développé une dizaine de modules de cours. Alors la problématique n'est pas tant d'avoir les sujets à traiter, mais c'était plutôt de prendre du temps pour traiter ces sujets-là. Parce qu'en fait, tous les autres sujets à côté dans l'association pâtissent un peu du fait qu'on aille faire des cours. Mais l'association n'a pas pour vocation au départ de faire des vacataires, mais en fait, c'était très intéressant de participer à faire émerger ce mouvement-là au sein des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles d'ingénieurs en particulier. Donc là, cette année, c'était la première année où on a pu assurer ces cours-là. Dans le cadre de cette option, et en fait ça a pu faire en sorte qu'on tisse d'autres partenariats. Enfin, on a intensifié ces partenariats avec d'autres écoles, donc là on travaille avec plusieurs chercheurs, que ce soit à l'école des mines Saint-Étienne, avec l'ENS de Rennes, là on a travaillé avec l'IMT, Audencia, en fait on travaille avec pas mal d'écoles où toutes nos problématiques on les soumet et on y réfléchit avec leurs outils, leurs prismes, et nous avec nos problématiques, et ça nous permet d'avancer, d'avoir d'autres regards en fait, et on s'enrichit vachement de ces recherches-là, quoi. Je pense qu'il y a aussi un effet rebond, enfin un effet domino dans cette démarche que je trouve super intéressante d'aller vers les étudiants, c'est que ça questionne aussi le rôle de l'ingénieur de demain. On voit bien qu'aujourd'hui, moi ça fait longtemps que j'interviens aussi dans les écoles, ils apprennent plutôt à monter des startups, à breveter des innovations, à investir, etc. C'est un peu le nouvel entrepreneur, l'ingénieur. Et là, on voit que, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'atelier paysan, ce sont des ingénieurs qui ont été accompagnés des paysans à concevoir et fabriquer leurs outils. Donc on n'est plus du tout dans la même démarche de l'ingénieur. Pour autant, c'est bien, entre guillemets, un sachant de la technique et de la science qui va pouvoir accompagner justement et précisément là-dessus. Et donc je pense que autant que, effectivement, avoir accès à des écosystèmes académiques, scientifiques, techniques, pour approfondir un certain nombre de problématiques low-tech, c'est intéressant. Autant dans l'autre sens, ça vient, et on l'observe, je pense, vous pouvez le constater avec tous les profs ou tous les étudiants avec qui on travaille, tiens,
Parfois, ça répond à des attentes, parfois, ça les décale, ça les décentre, ça leur amène un peu de nouvelles questions. Tiens, dans la société de demain, quel rôle j'ai en tant qu'ingénieur, quoi. Et est-ce qu'au-delà du domaine académique, vous avez des relations avec la French Tech aujourd'hui sur des sujets voilà, de low-tech ou d'innovation frugale? Alors moi, j'ai pas de relation avec la French Tech pour l'instant. C'est pas parce que je ne le souhaite pas, hein, c'est parce que ça s'est pas trouvé. Voilà. Moi, je trouve la question, elle est intéressante, la façon dont elle est posée, c'est que justement, souvent, on distingue un petit peu démarche low-tech et innovation frugale parce que, par exemple, c'est une phrase qui est souvent répétée, c'est la démarche low-tech, c'est dans un contexte, on fait avec une certaine économie de ressources. Voilà, on fait avec ce qu'il y a sur place, les ressources, les savoir-faire, etc. Et on trouve des solutions en étant ingénieux pour répondre aux besoins. Avec l'innovation frugale, souvent, c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est faire des économies. C'est des économies de moyens, entre guillemets. Beaucoup de projets actuellement sur la French Tech, il y a ça. Il y a ça. Et puis en fait, c'est logique parce que la French Tech, l'objectif, c'est être rapidement rentable. Donc optimiser des coûts, c'est intéressant. Donc avoir une approche un peu frugale dans cette démarche-là, je pense que c'est intéressant. Du coup, je pense que peut-être que pour l'instant, la French Tech s'intéresse à l'innovation frugale. Et peut-être que ce sera intéressant de voir, un peu comme avec les écoles d'ingé, j'ai envie de dire, ce que ça va faire à la French Tech de s'intéresser à la démarche low-tech. Est-ce que ça va la questionner dans ses modèles économiques? Pour l'instant, elle s'intéresse à l'innovation vertueuse. En tout cas, le pool à Rennes, c'est la charte qu'ils ont signée en décembre, c'était celle de l'innovation vertueuse. Curieux de savoir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un terme pour un peu vendre le concept ou est-ce qu'il y a des critères un peu forts comme on a pu les poser ensemble derrière la low-tech? Du coup, je pense que ce sera intéressant de voir justement l'effet que ça a, de voir comment aujourd'hui il y a un espèce de schéma un peu classique de la French Tech. Est-ce qu'au contact de la low-tech, un peu comme le schéma de l'ingénieur est questionné, il sera un peu questionné ou décalé? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la distinction entre innovation frugale et low-tech. Pour moi, c'est la même chose. Voilà. Il y a une polémique controverse au sein de... Moi, juste pour finir sur la question, il y avait un point... avec l'association, on essaie de se placer en tant qu'intermédiaire du milieu scientifique qui est abscon et un peu dans sa tour d'ivoire et une approche plus citoyenne, en fait, les citoyens, mais on place là-dedans aussi les ingénieurs, en fait. Et on s'est rendu compte que on est très peu été formés aux outils de la recherche, alors qu'en fait, on est dans un temps aujourd'hui où la recherche est accessible d'une manière comme jamais vue auparavant. En fait, avant, il y avait besoin d'être spécialiste d'un domaine pour accéder à une bibliothèque, avoir des droits de consultation, d'ouvrage. Aujourd'hui, en fait, c'est plus le cas. Toutes ces barrières-là sont tombées. Maintenant, il y a juste une friction importante. Ça, c'est une notion que j'aime bien. C'est l'idée de comment est-ce qu'on va réduire ces frictions pour accéder à la source primaire, donc pour avoir l'information la plus récente, l'état de nos connaissances, et faire en sorte qu'on puisse justement s'en emparer de manière citoyenne, enfin avoir accès à cette connaissance-là pour faire de l'innovation sous contrainte, parce que contrainte, que ce soit sociale, environnementale, économique, enfin voilà, il y a beaucoup de contraintes. Et en fait, donc pour répondre aussi au fait, est-ce qu'on aurait des liens avec la French Tech envisageables? Alors on n'en a pas actuellement, mais typiquement dans un des projets, je pense au méta-outil, donc on réfléchit à un méta-outil de recherche scientifique, où l'idée c'est de réduire ces frictions-là. Donc il y a beaucoup d'outils qui sont accessibles les uns avec des API qui permettent d'utiliser de manière décentrée l'outil et de l'intégrer à un plus gros outil, on va dire. Et là, c'est l'idée de faire un gros outil qui permette de simplifier l'accès. Donc ça, typiquement, il y a besoin de développeurs, il y a besoin de gens qui réfléchissent à des systèmes complexes, donc un peu à l'inverse de l'idée de high-tech, mais justement pour rendre accessible. Donc c'est toujours cette même démarche-là. Et là, on a contacté une école, je pense à Datex Call en particulier, là, pour réfléchir à ce sujet-là avec nous, sur comment rendre plus accessible l'état de nos connaissances actuelles, quoi. Est-ce qu'il y a un enjeu de territoire autour de la low-tech dans le cadre de la transition énergétique, transition écologique, et puis aussi la pénurie des ressources? Il y a un enjeu de territoire au sens où, dans l'approche low-tech, on cherche par tous les moyens à travailler avec des ressources locales. Et donc, par définition, c'est un peu l'idée de faire avec les moyens du bord. Voilà. Et donc, c'est quoi les moyens du bord en Bretagne, par exemple? Voilà. Donc, il y a un vrai enjeu territorial, bien sûr. L'idée de faire péter toutes les frontières et puis de faire venir n'importe quel produit de n'importe où dans le monde pour fabriquer des appareils de plus en plus sophistiqués, on voit très bien que ça ne peut pas fonctionner très longtemps. On est rentré dans une période de démondialisation, c'est évident. D'accord.
Moi, j'allais juste dire, en bon sur les 2 dernières interventions, il y a un espèce de concept là qui est en train d'émerger, qui vient du monde anglo-saxon à nouveau, mais qui est approprié de plus en plus par les acteurs de la low-tech, ou en tout cas les chercheurs sur le sujet. C'est le concept de cosmolocalisme. C'est une idée que justement, on va à la fois produire localement ce dont on a besoin, à partir des ressources locales et des savoir-faire, etc., dans les territoires, mais on va être capable, par entre guillemets Internet et un certain nombre d'applications de partage de connaissances, d'avoir une espèce de connaissance augmentée de toutes les expériences locales et de recherche commune de solutions ou de développement commun. Et je pense qu'il y a une articulation du coup entre justement des endroits où on va avoir besoin d'outils entre guillemets numériques fins, approfondis, etc. pour partager cette connaissance, et d'autres endroits où ce sera beaucoup plus pragmatique à partir des territoires, comment est-ce qu'on fait pour répondre à nos besoins de façon plus autonome. Donc le partage, c'est le partage. Aujourd'hui, la low-tech, vous êtes dans le partage. Voilà, pareil pour les industriels. L'idée, c'est de partager les points de vue et les expériences. Vous parliez d'un robot chez Donna qui a été... on lui a enlevé sa caméra pour faire des économies. C'est un bon exemple. Voilà, c'est de l'expérience de terrain, on va dire. C'est un très bon exemple. Alors là-dessus, est-ce qu'il y a vraiment partage? Il y a eu partage au sens où c'est un membre de... c'est un membre de l'association Core qui a partagé ça avec les autres membres. À la base, c'est un travail on va utiliser un barbarisme, si vous voulez, de low-techisation d'une high-tech. C'est-à-dire vous partez d'un truc très sophistiqué qui tombe en panne tout le temps, et puis vous le simplifiez à mort et ça se met à très bien marcher. Vous voyez? Et donc on est parti d'un robot et on a rendu le fonctionnement de ce robot beaucoup plus simple. Donc à la base, c'est un travail d'ingénieur. Et puis après, effectivement, il y a du partage d'expérience. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Le sujet reste ouvert. Et pour ceux qui voudraient poursuivre leur exploration des low-tech, il y a un festival qui se tiendra à Nantes. Du 22 au 25 juin. Voilà, Festival des low-tech organisé par l'association Impala. Donc, pour terminer. Voilà. Merci beaucoup. Tous les vendredis sur BFM Business, Frédéric Mazzella reçoit une personnalité. Entrepreneur, artiste, athlète, reconnu pour sa contribution innovante ou exploratoire. Des startups viennent aussi pitcher leur business et bénéficier de conseils. Les pionniers chez Fred Mazzella, présentés par Frédéric Mazzella, tous les vendredis à 19 h sur BFM Business, en replay et en podcast sur tous nos supports digitaux.